Est-ce que tu veux publier un article que tout le monde cite? Est-ce que tu veux être celui qu'on lit, qu'on recommande et qu'on intègre dans chaque thèse, dans chaque pitch de financement? Si tu as répondu oui à ces deux questions, alors c'est parfait. Parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux toi aussi écrire un article qui devient viral dans le milieu académique et massivement cité. Comment je le sais? Parce que j'ai moi-même plus de 2 articles qui ont été cités plus de 800 fois à ce jour et plusieurs autres articles qui sont cités presque tous les jours. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûre que tu vas adorer. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Louis Afono, je suis chercheuse microbiologiste et sur cette chaîne, je t'aide toi, scientifique et chercheur africain, à libérer ton plein potentiel et à bâtir une carrière de haut niveau sans attendre que le système t'en donne la permission. Je te partage donc mes erreurs, mes échecs, mes succès, mais surtout mes stratégies et mes méthodes pour que tu puisses avancer plus vite, sans stress et sans frustration, sans perdre ta confiance. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Que les articles qui sont les plus cités dans le monde ne sont pas forcément les plus complexes. Ce sont ceux qui résolvent un problème précis, qui provoquent une discussion et qui le plus souvent osent dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de l'algorithme, c'est réellement qu'il y a quelque chose dans ces articles qui les rendent spéciaux. La première des choses que je dois savoir, le premier élément qui rend un article viral, c'est le style de l'article. Tous les articles ne sont pas faits pour être massivement cités. Certains articles ont plus de chances d'exploser le compteur que d'autres, notamment des articles provocateurs ou encore avant-gardistes qui défient ce qu'on croyait établi. Mon premier article sur la résistance aux antimicrobiens dans la chaîne alimentaire était de cette nature-là. C'est un article à la fois provocateur et même avant-gardiste qui décriait ce qui se passait dans les pays en développement et comment la situation des pays en développement, malgré tous les efforts des pays riches, risquait de détruire le monde. Et c'était une perspective qui était basée juste sur une comparaison. Donc c'était pas quelque chose que les gens avaient déjà mis en évidence. C'était vraiment un ton provocateur. On veut dire attention, vous êtes protégés dans les pays développés, mais attention, tout ce que vous faites chez vous ne servira à rien. Si c'est les pays pauvres, on n'a pas la même protection. Donc vous feriez mieux de venir investir chez nous pour qu'on puisse aussi être à votre niveau. Sinon, c'est à peine perdu. Pourquoi ça a explosé les compteurs? Parce qu'après, il y a eu des éléments qui ont confirmé cela. Lorsque des gens ont commencé à voyager dans certains pays comme en Inde, prendre des bactéries hautement résistantes, revenir dans les pays européens, les pays américains, et donc partager la maladie dans plus de 150 pays, plus de 100 pays à la fois. Ce sont des éléments qui ont donc mis cet article en lumière et qui cet article a été cité par les organismes internationaux, par l'OMS, par les Nations Unies. Presque tout le monde a cité cet article. Et jusqu'aujourd'hui, on le cite tous les jours. Même moi, je suis estomaquée par le nombre de citations. Donc, c'est un article provocateur et ça a osé dire des choses que les gens n'avaient pas forcément vues avec un ton qui était très certain que c'était la probabilité qu'elle arrivait. Donc, c'est ma perspective, mais cette perspective était réelle parce que j'avais vu juste. Donc, si tu veux faire ce genre d'article de revue, c'est pas facile à faire, mais c'est possible. C'est possible de faire ce genre d'article qui provoque, qui incite au questionnement. En faisant ça, tu as plus de chances d'être cité. Le deuxième type d'article, qui est toujours dans le style d'article, ce sont les articles demi-prof. Ça veut dire que, à l'opposé de l'autre qui est provocateur, qui vient d'un raisonnement un peu plus poussé et qui n'est pas très connu, celui-ci est vraiment ce que tout le monde connaît. C'est clair, c'est utile, c'est simple, facile à comprendre. Tout le monde dit la même chose tous les jours, mais personne n'a jamais écrit dessus. Et donc, le deuxième article que j'ai publié, qui a eu plus de 800 publications également aujourd'hui, Clinical and Economic Impact of Antimicrobial Resistance in Developing Countries, cet article-là démontrait l'impact économique et clinique de la résistance aux antimicrobiens. Pourquoi c'était connu? C'est que tout le monde savait que la résistance aux antimicrobiens avait
un impact significatif sur l'économie et donc aggravait également le pronostic vital des patients, mais personne n'avait encore jamais écrit dessus. Personne n'avait donné des données tangibles pour dire qu'il augmente le coût de l'hospitalisation ou du coût des médicaments d'un patient de X montant, ou alors il augmente la mortalité de X montant. Donc c'était connu, mais personne n'avait écrit dessus. Donc quand tu écris ce genre-là, tu dis ah oui tiens, ah oui c'est vrai, on l'avait pensé, mais personne n'avait écrit dessus. Donc le fait que tu écrives ça, tu donnes les éléments aux gens pour pouvoir justifier ce qu'ils disaient déjà depuis longtemps. Mais là tu as donné la preuve de ça. Et donc forcément tu es cité partout puisque tout le monde savait déjà que c'était ça. C'était le cas, mais personne n'avait écrit. Donc tu dois avoir une certaine logique, une pensée pour pouvoir faire ce genre d'analyse et voir ce qui est connu, mais qui n'a pas d'informations tangibles en ligne. Donc tu dois écrire dessus. Et là il faut écrire très vite parce que quelqu'un d'autre peut avoir la même idée que toi et publier à ta place. Donc ça c'est la première partie par rapport au style de l'article. La deuxième partie c'est le type d'article. Le type d'article, il y a des formats précis qui ont plus de chances d'être référencés et cités que d'autres. Si tu écris un article purement scientifique, purement recherche, tu as moins de chances d'être cité. À moins que ton article soit un article passe-parcours, un résultat à la fois marché. Mais les formats qui ont le plus de chances de marcher, ce sont les revues systématiques méta-analyses. De base, elles sont citées 3 à 10 fois plus que les citations des articles scientifiques de classiques. Pourquoi? Parce qu'elles compilent plusieurs ressources, elles compilent plusieurs références. Donc, le volume d'informations qu'un lecteur reçoit est plus condensé, certes, mais au moins il est sûr que toi tu as fait beaucoup de travail à sa place. Donc il a les informations de 60 articles, de 70 articles, de 100 articles en un seul. Alors que l'article scientifique que tu le produis, il est plus intéressé par ce que toi tu produis que par les autres. Mais l'article de méta-analyse, les systématiques revues fait une synthèse de tout ça. Elle est présente de manière unifiée. On a une vision globale de tout ce qu'on veut savoir. Donc forcément, si tu fais une revue, tu as plus de chances d'être cité. Si tu fais encore une revue systématique ou méta-analyse, tu as 2, 3, 4 fois plus de chances d'être cité que les articles ordinaires. Le deuxième type de format qui passe bien également, ce sont les articles d'outils ou de méthodologie. Il y a certains chercheurs qui, eux, n'écrivent pas des articles scientifiques, mais plutôt écrivent des articles pour démontrer les outils qu'ils ont développés ou les méthodes qu'ils ont développées. Quand je parle d'outils, ça peut être un outil technologique, ça peut être un appareil qu'ils ont utilisé ou bien une méthode qu'ils ont développée. Ça peut aussi être un logiciel, notamment les logiciels justement pour analyser les données de génomique. Beaucoup de chercheurs, ils ne font que développer des logiciels et ils écrivent l'article par rapport à leur logiciel. Qu'est-ce qu'ils font? Quand tu viens sur leur page pour télécharger le logiciel qui sera forcément gratuit, ils vont te dire de les citer. N'oublie pas de les citer. Si tu utilises mon outil, n'oublie pas de nous citer. Et forcément, tu vas les citer parce que tu as utilisé l'outil gratuitement. Et donc, ils se retrouvent avec 2000, 5000, 10 000 citations parce que c'est un outil qui est massivement utilisé pour analyser des informations que tout le monde a besoin d'analyser. Et donc, ils se retrouvent massivement cités là sans avoir à travailler plusieurs fois. Si tu veux faire bien attention, tu vas voir qu'il y a beaucoup de chercheurs, surtout ceux qui font computational biology, biotechnology, bioinformatics. Ils connaissent bien développer les outils et ils sont donc cités massivement. Donc ça, c'est le style d'article que tu pourrais également faire si tu veux être cité massivement. Le troisième, ce sont les guidelines et les data papers. Les guidelines, ça veut dire que si tu normalises une approche, si tu standardises une approche avec un consortium, avec un comité, en réalité, puisque vous avez standardisé une approche méthodologique via les guidelines, quand on va vouloir utiliser la méthodologie, on sera encore une fois obligé de vous référencer. Donc, quand tu standardises un guideline pour diagnostiquer une infection, pour traiter des patients, on aura besoin de te citer à nouveau. Donc, si tu veux des citations, tu peux publier moins, mais tu peux publier stratégiquement. Moi, je m'autorise à faire au moins une revue systématique avec ou sans méta-analyse, par exemple, chaque année. Si tu ne vois pas la publication chaque année, c'est parce qu'elle sort certainement l'année d'après. Donc, chaque année, je fais au moins 1 à 2 revues systématiques. Après, tous les articles de recherche sont là, mais ils sont moins vite cités que les autres parce qu'il faudrait que les autres chercheurs aient trouvé ce que toi tu as trouvé pour pouvoir te citer. Et comme ça prend du temps, ça prend aussi du temps à être cité. Mais les revues systématiques, les revues et autres, ils sont cités plus facilement. La troisième chose qui peut influencer dans la citation d'un article, ce sont les auteurs. Un auteur qui est connu, qui est réputé, qui est mondialement connu, réputé, célèbre et qui a un large réseau, forcément, il a plus de chances d'être cité
quelqu'un qui n'est connu de nulle part, qui sort de je sais pas quel village et qui veut venir te citer le monde entier. C'est peu probable. Donc, si tu as des collaborateurs ou des co-auteurs qui sont très connus, tu ajoutes de la visibilité à ton article et forcément, tu pourras avoir des chances aussi d'être plus cité. Ça permet des choses. Deuxième des choses, c'est que si tu as un auteur qui est très célèbre, qui est connu pour la qualité de son travail, on a plus confiance également à la qualité de ton papier parce que on sait que cet auteur, il est assis uniquement avec des gens qui travaillent de cette manière et qui n'accepteraient que son nom ne figure que sur un article parce qu'il fait un bon travail. Donc, forcément, certains articles vont donc être plus cités parce que les collaborateurs ont des millions de followers et ils vont partager dans leur réseau, dans un seul groupe, et donc ils seront cités. Et ça aide, la visibilité académique aide. Et c'est un must-have d'être visible de manière académique. Donc, collabore avec des auteurs internationaux et pense à bâtir ton personal branding aussi à toi-même parce que si tu n'as pas de marque personnelle en ligne, si tu ne communiques pas, si tu ne vulgarises pas tes papiers, lorsque tu les publies, forcément personne ne va te trouver. Il y a beaucoup trop de chercheurs. Donc, pour qu'on puisse se souvenir de toi, tu dois aussi vulgariser tes informations dans tes groupes de sociétés savantes ou sur les réseaux sociaux également. Également via les réseaux dans lesquels tu te trouves avec tes collaborateurs. Justement, si tu apprécies et que tu aimerais publier un article scientifique dans les journaux à impact facteur élevé, choisis la bonne revue, bâtis ta réputation. J'ai créé une formation spéciale pour toi, ça s'appelle Publish Like a Pro. C'est un guide express pour réussir et pour t'aider à structurer, à écrire des articles scientifiques et à les publier dans des journaux impact élevé, même sans argent et sans stress. Le lien est dans la description. Je te rassure, c'est un game changer. Tous ceux qui l'ont utilisé sont fous de cette formation. La quatrième des choses qui puissent influencer la viralité et les nombres massifs de citations d'un article, c'est le soutien des bailleurs de fonds et des institutions. Si tu as été financé par le bailleur de fonds comme Bill et Melinda Gates, comme l'OMS ou comme d'autres bailleurs de fonds, tu as plus de chances d'être cité. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils organisent des conférences de presse pour vulgariser les articles qu'ils ont financés. Donc, ils vont organiser des conférences de presse, ils vont organiser des webinaires pour vulgariser cela massivement. Et généralement, ces événements ne sont pas regardés par une seule personne, par 20 personnes, ils sont regardés par des milliers de personnes au même moment et ils le font sur une longue période. Donc, vu qu'ils ont investi, ils ont tout intérêt à vulgariser l'article. Et donc, en vulgarisant cela, l'article devient donc une référence et tout le monde garde l'article comme référence dans son ordinateur parce que on sait que c'est sérieux, c'est important, c'est de qualité. Donc, tout le monde garde l'article parce que c'est attendu partout dans tous les médias. Et c'est comme ça que donc, tu peux également faire pour avoir des articles qui deviennent massivement cités. Le cinquième et dernier élément pour te permettre de publier et d'être cité massivement, c'est d'avoir premièrement un bon titre. 50% du succès de ton article dépend de ton titre. Il faut utiliser des mots-clés. Des mots-clés qui agissent comme des SEO sur les sites internet qui vont attirer les lecteurs. Si tu utilises des mots trop complexes, quand on va faire la recherche, on ne va pas te trouver. Si tu trouves des mots assez simples qui font que ton article est propulsé par devant lors d'une recherche simple sur Google, alors tu as plus de chances de te citer. Et donc tout ça part du titre. Le titre est l'élément principal qui est indexé dans les journaux. Les titres et ensuite les mots-clés. Quand tu as 50% des titres, rassure-toi que tu as utilisé les bons mots-clés. Utilise des mots-clés suffisamment généraux pour encore augmenter la visibilité de ton article pour pouvoir filtrer ceux qui ont vraiment besoin de ton article. Donc, si tu fais déjà ça, tu as déjà un bon point. Le deuxième élément, c'est l'accessibilité. Ton article doit être facile à comprendre, même par un non-expert. Tu ne dois pas écrire la science très difficile, comme si tu voulais cacher les informations. Le but d'un article, c'est de disséminer les informations. Et pour le faire, il faut écrire dans un langage très facile à comprendre. Il faut le rendre limpide, pour que même celui qui ne comprend pas puisse comprendre le fondement et les informations que tu essaies de donner. C'est très simple. Le troisième élément que tu dois également comprendre, juste dans ces petits bonus, c'est Open Access. Si ton article est Open Access, ça veut dire gratuit, l'utilisateur, le lecteur peut le lire sans avoir à payer. Il a plus de chances d'être cité qu'un article
Donc, l'utilisateur a besoin de payer des frais. Parce que lorsqu'il y a un paywall, on appelle ça un mur financier, les chercheurs vont se dire, je vais payer 20-40 euros juste pour lire un article. Attends, je peux faire aller manger, je fais autre chose, quand même. Donc, on préfère ne pas lire l'article, de lire un article qu'on va payer 40 euros. Alors que si tu as mis Open Access, ça veut dire que c'est gratuit, tu as beaucoup de chances d'avoir ton article être cité. Et le dernier élément de ces bonus, c'est le storytelling. Un article scientifique, ce n'est pas seulement une connexion de phrases. On a copié l'une à la suite de l'autre. Il y a aussi également une histoire derrière chaque article. Tu dois savoir le message que tu veux faire passer au lecteur et tu dois laisser les traces de ton histoire dans ton papier. Tu dois laisser les traces de ton émotion dans ce papier que tu écris. Il faut toujours une touche personnelle qui va résonner avec quelque chose dans ton lecteur, quelque chose que tu auras bien sûr défini. Si tu ne fais pas ça, bon, il y a ces articles qui sont bien, mais qui ne sont pas si cités que ça. Il y en a qui sont pas totalement excellemment bien, mais le fait qu'ils ont laissé des émotions à l'intérieur rend l'article spécial. Et les gens ont tendance à retenir les articles qui les font se sentir d'une certaine manière. On retient l'auteur et on a tendance à le citer plus facilement parce qu'on sait qui c'est, on peut facilement appeler son nom dans nos bases de données. Donc ça, c'est ce que tu devrais savoir pour rendre un article viral. Il te faut donc penser au bon style, au bon format, au bon réseau, au bon financement et d'avoir une diffusion stratégique. Si tu fais tout ça, je sais que d'ici 2, 3 ou 4 ans, tu auras au moins un article qui deviendra viral et sera cité massivement dans le monde, dans le milieu académique. Maintenant, dis-moi quelle stratégie tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Dis-moi également si tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des commentaires, à liker la vidéo et dis-moi si tu aimerais avoir d'autres vidéos de cette nature ou quelle autre vidéo te ferait plaisir. Je serais ravie de continuer à partager mon expérience avec toi. Abonne-toi et ose rêver pour l'Afrique. À plus pour un nouvel épisode.